Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice pratique au départ, à partir de la matière que nous avons étudiée hier. Alors hier, le cours portait sur la période des grandes conquêtes de Rome, du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors j'aimerais bien faire un exercice pratique pour vous montrer comment les historiens procèdent pour arriver au type de synthèse que je vous ai proposé hier. Voilà, donc essayez de remonter en arrière. D'autant plus qu'avec vos élèves, vous savez que vous devrez travailler à partir de documents. Et donc j'aimerais bien faire un exercice de critique historique complet pour que vous soyez capable de vous poser les questions, toutes les questions possibles à partir d'un texte. Et toutes les questions que vous devrez apprendre aux élèves à se poser. Alors, le texte que j'ai choisi me semble particulièrement édifiant, particulièrement instructif, parce qu'il nous rappelle étrangement la situation actuelle. C'est pour ça que l'histoire est intéressante, c'est qu'elle permet de décrypter le présent. Sinon, ce serait une activité bien intéressante, mais ne débouchant, je dirais, sur rien d'autre que la satisfaction d'esprit. Le sujet est le suivant. Il s'agit d'étudier un texte de Cicéron, écrit en 66 avant Jésus-Christ, sur l'exploitation de la province d'Asie, qui est une province récemment donc conquise. Enfin, conquise plutôt, annexée pour être précis. Je vais donc d'abord lire le texte en français, en latin. Il faut se souvenir quand même qu'il y a quand même une langue originale, et il faut le dire dans le commentaire. Et ensuite, on procédera à l'analyse fouillée du document. Je lis donc ce discours de Cicéron en français d'abord. Il faut toujours d'abord, quand on lit un document à quelqu'un d'autre, toujours le lire dans notre langue, de telle manière que, alors que l'historien procède autrement, lui, mais en tant que professeur, il faut toujours lire les documents dans la langue que les élèves comprennent, même si c'est un extrait de 3 ou 4 lignes, de telle manière que quand ils entendent ensuite le texte original, eh bien, ils peuvent faire des liens. C'est beaucoup plus facile, évidemment, au niveau de la compréhension. Mais vous devez vous dire que les historiens, eux, quand ils travaillent, ils ont le texte original devant les yeux, et la traduction ne vient que pour les aider, mais rien de plus. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est le texte de départ. Voici donc le texte de Cicéron. L'Asie est si riche et si fertile que la fécondité de son sol, la variété de ses productions, l'ampleur de son élevage, la multitude des denrées d'exportation lui donnent sans conteste la supériorité sur tous les pays. C'est une province qui rite. Si vous désirez conserver les moyens de faire la guerre et de donner à la paix sa dignité, qu'il vous faut préserver non seulement de tout désastre, mais de la crainte même d'un désastre. Car en toute autre matière, c'est seulement quand le désastre s'est produit que le dommage est sensible. Mais pour les revenus publics, c'est non seulement la venue, mais la seule appréhension du mal qui produit le désastre. Lorsque les troupes ennemies sont proches, sans qu'elles aient prononcé aucune attaque, on délaisse les troupeaux, on abandonne la culture, la navigation commerciale est suspendue. Ainsi, ni les douanes des ports, ni les dîmes, ni l'enregistrement du bétail ne peuvent plus fournir de revenus. On perd souvent le produit des impôts de toute une année pour une simple alarme, pour la seule crainte d'une guerre. Enfin, quel peut être, croyez-vous, l'état d'esprit de ceux qui nous paient des impôts ou de ceux qui en ont la ferme et qui les perçoivent, lorsque 2 rois, avec des forces considérables, sont si près d'eux, quand une seule incursion de cavalerie peut nous ravir en peu de temps les revenus de toute une année, quand les publicains pensent ne pouvoir maintenir qu'au prix de grands dangers leur nombreux personnel d'esclaves dans les salines, dans les champs
dans les ports, dans les postes de garde. Imaginez-vous pouvoir tirer parti de tous ces avantages si d'abord, vous de sauvegarder ceux qui vous les procurent, en les libérant, comme je l'ai dit, non seulement des désastres de la guerre, mais même de l'appréhension de ces désastres. Mais voici un point que vous ne devez pas non plus négliger. C'est celui que je me suis proposé d'examiner en dernier lieu lorsque j'ai commencé à traiter de la nature spéciale de la guerre. Il y va de la fortune d'un grand nombre de citoyens romains, sur quoi votre sagesse, Quirite, vous engage à veiller avec le plus grand soin. Tout d'abord, en effet, les publicains, personnages d'une haute honorabilité et fort considérables, ont transporté leurs affaires et leurs fortunes dans cette province. Or, à eux seuls, leurs intérêts particuliers méritent votre vigilance. Car, si nous avons toujours regardé les revenus publics comme le nerf de l'État, nous pouvons bien dire à juste titre que l'ordre qui a la charge de les recouvrer est le soutien des autres ordres. Joignez-y des hommes appartenant aux autres classes, actifs et industrieux. Les uns trafiquent eux-mêmes en Asie, et vous leur devez votre protection au loin. Les autres possèdent des capitaux considérables placés dans la province. Votre humanité vous engage donc à sauver de la ruine un grand nombre de citoyens, et votre sagesse à considérer que la ruine d'une foule de citoyens ne peut être indifférente à l'intérêt public. Alors je lis maintenant le texte en latin, hein, et puis tu n'as pas de feuille. Il n'a pas reçu de feuille, lui, Antoine. Ah oui, mais prends-les, hein, sinon tu ne vas pas pouvoir suivre. Hein. Voilà. Alors, je lis maintenant le texte en latin. Asia vero, tam optima est, ac fertilis, ut et ubertate agrorum, et varietate fructum, et magnitudine passionis, et multitudine earum rerum, quae exportentur, facile optibus terris antequelat. Itaque aet vobis provincia quirites, si et belli utilitatem et pacis dignitatem retinere voltis, non modo a calamitate, sed etiam a metu calamitatis est defendenda. Nam in ceteris rebus, cum veni calamitas, tum detrimentum accipitur, at in vertigalibus non solum adventus mali, sed etiam metus ipse adferet calamitatem. Nam, cum ostium copiae, non longe absunt, etiam si interruptio nulla facta est, tam pecuare religuntur, agricultura deseritur, mercatorum navigatio conquiescit, ita neque exportu, neque ex decumis, neque ex scriptura vertigal, conservari potest. Quare saepe totius anni fructus, uno rumore periculi, atque uno belli terrore amititur. Quo tandem igitur, animo esse existimatis, aut eos qui vertigalia nobis persistant, aut eos qui exercent atque exigunt, cum tu reges, cum maximis copis propterat sint, cum una excursio equitatus per brevi tempore, totius anni vertigal aufere possit, cum publicani, familias maximas, quas in salinis habent, quas in agris, quas in portibus atque custodis, magno periculo se habere arbitrentur. Putatis ne, vos illis rebus, frui posse, nisi eos, qui vobis fructuis sunt conservaritis non solum, ut antedixi, calamitate, sed etiam calamitatis formidine liberatos.
ac neilut quidem, uobis neglegendum est, quod mihi, ego extremum proposueram, cum essem de belli genere, dicturus, quod ad multorum bona civium Romanorum pertinet, quorum vobis per vestra sapientia quirites abenda est ratio diligenter, nam et publicani homines honestissimi atque ornatissimi suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt, quorum ipsorum perse res et fortunae vobis curae esse debent, et enim si vectigaia neros esse rei publicae semper duximus ium certe ordinem qui exercet illa firmamentum ceterorum ordinum recte esse dicemus. Deinde ex ceteris sortibus homines navi atque industrii partim, ipsi in Asia negotiantur, quibus vos abstentibus consulere depetis partimiorum inea provincia, pecunias magnas conlocatas habent, est dicitur humanitatis vestrae magnum numerum cium calamitate prohibere, sapientiae videre multorum quium calamitatem a republica se iunctam esse non posse. Voilà. Alors quand on a un texte comme celui-ci, il faut évidemment se poser un certain nombre de questions. Alors, je vous ai déjà expliqué dans un autre cours que quand on fait de la critique historique, il y a d'une part ce que l'on appelle la critique externe et d'autre part la critique interne. La critique externe, c'est tout ce qui tourne autour du document. La critique interne, c'est tout ce qui se trouve dans le document et qui permet de voir ce que l'on peut en tirer véritablement pour faire de l'histoire. Donc, on va prendre les éléments dans l'ordre où je viens de les citer. On commence d'abord par la critique externe. La critique externe, c'est de savoir d'abord quel est le support utilisé originellement, ensuite dans quelle langue le document a été écrit, par qui a-t-il été écrit, à qui est-il adressé. On va essayer de voir déjà tout ceci maintenant. Alors je commence tout d'abord par le support. Alors le support, réfléchissez un petit peu. Nous sommes ici en 66 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un texte long, puisqu'il s'agit d'un discours. Donc vous imaginez bien, il ne peut pas avoir été gravé sur la pierre, c'est pas possible, un discours comprenant de nombreuses pages. Il n'est pas non plus gravé sur du métal, ça n'aurait pas de sens, encore moins sur du bois. Donc, il reste comme possibilité deux supports pour cette époque-là. Ça peut être le papyrus, que l'on trouve abondamment sur le bord des grands fleuves au Proche-Orient, par exemple en Égypte, le Nil. On le trouve également le long de l'Euphrate ou du Tigre. Bon. Le papyrus est d'origine végétale, vous le savez. Hein? Il y a un autre support que l'on utilise à l'époque également, et qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est originaire en fait de l'Asie mineure, justement, de la région dont je vous parle justement dans ce texte, hein, c'est le parchemin. Le parchemin est originaire de Pergame, comme son nom l'indique. Pergame, c'est un royaume hellénistique, hein, dirigé par une dynastie grecque qui était celle des Attalides, dont je vous ai parlé hier. Souvenez-vous que Attal III, sans héritier, a fait don de son royaume avant de mourir à Rome, donc en 133. Nous sommes ici en 66, donc les différences d'une bonne soixantaine d'années. On est bien d'accord. Voilà. Alors, maintenant, est-ce du papyrus? Est-ce du parchemin? Je vous dis tout de suite que le premier exemplaire connu de ce texte-là est en papyrus. Il date du 5e siècle de notre ère. Maintenant,
il s'agissait peut-être d'une copie d'un texte plus ancien. Et même certainement, il s'agissait d'une copie, un texte qui a disparu. Donc, quant à savoir maintenant si le texte originel était en parchemin ou en papyrus, rien ne peut vous le dire et rien, pour l'instant, ne peut apporter la réponse. Puisque je vous ai dit, le premier document, la première copie de ce texte est postérieure de 5 siècles par rapport à la date où ce discours a été prononcé. Par la suite, on a de nombreuses copies de ce texte, de très nombreuses copies, du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Donc ce texte a été recopié, effectivement, par la suite aussi en parchemin. Il a été recopié sur parchemin, je veux dire, et il a été recopié également sur du papier au XIVe, XVe, au XVIe siècle. Ça, il n'y a pas aucun doute. Et par la suite, le texte que j'ai devant les yeux, il est sur papier, bien entendu. Je ne suis pas venu ici avec du papyrus ou du parchemin. C'est pas possible. Alors, ce texte est tiré de quoi? Eh bien, j'ai pris, dans ma bibliothèque, le tome 7 des discours de Cicéron. Donc, j'ai pris le tome 7 des discours de Cicéron. Ça va? Alors, il s'agit d'une édition que l'on utilise d'habitude pour étudier les textes grecs et les textes latins. C'est la collection des universités de France, que l'on appelle aussi la collection Guillaume Budet, publiée par les Belles Lettres à Paris. Donc je vous ai pris le texte qui fait autorité, en tout cas, dans la francophonie, ailleurs aussi, mais pour lequel vous avez sur la page de gauche la traduction et sur la page de droite, vous avez le texte latin. Quand on analyse un document, il faut toujours avoir le texte original en face. Parce qu'il y a parfois certains mots qui peuvent avoir été traduits. Je ne dis pas, dans cette collection-là, on est sûr à 99%, mais quand on a un document, il faut toujours voir si on a bien traduit les différents termes. Mais ça, ce sera pour la critique interne, la critique d'interprétation, tout à l'heure. Alors, on poursuit dans la critique interne. Après avoir vu le support, je vous ai dit qu'il y a la langue. Mais là, il n'y a aucun doute possible. Cicéron s'adresse devant une assemblée de Romains. Donc, tout à fait logiquement, il s'exprime en latin. Alors, je dis logiquement, mais il faut savoir que Cicéron connaissait le grec. C'était la langue de culture à l'époque, donc Cicéron aurait pu le faire en grec. Mais il n'avait aucune raison, puisque c'est un discours qu'il prononce à Rome. Je vous ai dit que César parlait le grec aussi, bien entendu, c'est la langue de culture à cette époque-là. Alors, donc, le problème du support est résolu dans la mesure du possible, le problème de la langue est résolu sans aucun doute, à 100%, on va passer maintenant au problème de l'auteur et au problème de son auditoire. Donc notez bien les démarches que je suis en train de vous décrire parce qu'elles sont valables pour n'importe quel texte, de n'importe quelle époque, quand vous travaillez avec des élèves. Donc l'étape suivante, c'est donc bien qui est l'auteur. Ça me semble le minimum de pouvoir l'identifier pour savoir, avoir un certain nombre de renseignements. C'est qui ce bonhomme qui écrit? Quelles sont ses intentions? Quelle était sa formation? Est-il compétent? Etc. L'auteur, c'est donc Cicéron, qui est un personnage notable à l'époque, très connu. C'est un homme politique, qui a de hautes ambitions d'ailleurs, mais il se rend compte qu'à son époque, il y a des gens qui passeraient, quelles que soient les hypothèses avant lui, parce qu'ils disposent d'un prestige beaucoup plus important. C'est le personnage dont il fait l'apologie et qu'il souhaite voir à la tête de cette armée en Asie contre les 2 rois. Il s'agit de Pompée, qui est un personnage évidemment beaucoup plus considérable à ce moment-là que Cicéron. Qui est Cicéron? Alors, Cicéron, à ce moment-là, est préteur. Alors, préteur est une fonction judiciaire. C'est une fonction judiciaire. Également politique, mais d'abord judiciaire. Alors, à cette époque-là, vous savez, il n'y a pas de distinction, comme à l'heure actuelle, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le préteur, il a une double fonction. Il est essentiellement chargé,
au début de sa charge, et toutes les charges à Rome étaient annuelles, hein, eh bien, le prêteur était chargé d'édicter un certain nombre de règles. Et pendant la durée de son mandat, ce sont ces règles-là qui étaient appliquées dans les tribunaux. Donc lui-même n'était pas un juge. Il était, comment dirais-je, une source du droit. Mais il n'était pas juge lui-même. Voilà. Ça, c'est la fonction de Cicéron. Je vous ai parlé de Pompée. Alors Pompée, lui, c'est le personnage dont il parle. Pompée, c'est un de ces imperatores dont je vous parlais hier. Imperatores, ce sont les imperatores, c'était ces commandants chefs de l'armée. Je vous en ai cité au moins 4 hier, souvenez-vous, pour le 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein, il y avait d'abord eu Cornelius Scipion, puis je vous ai parlé de Flaminius, ensuite je vous ai parlé de Paul Émile, et ensuite je vous ai parlé encore d'un 4e, je crois, de... Comment? César. Non, ça c'est au 1er siècle. Hein. Et je crois vous avoir encore parlé d'un dernier... Comment? Non, tout ça c'est au 1er siècle, 2e siècle. Enfin, je vous en avais parlé de 4, je me souviens. Voilà. Et au 1er siècle, vous en avez effectivement ceux que vous venez de citer maintenant, Marius et Sylla, Pompée et César, et plus tard il y aura Marc-Antoine et Octave. Mais ça c'est pour le 1er siècle. Alors, c'est un impérator, Pompée, c'est un personnage considérable, il est commandant-chef, il est aussi un homme politique tout à fait très important à cette époque-là. Maintenant, quel est le public auquel Cicéron s'adresse? Là, je viens de vous parler de la personne qu'il soutient pour mener une guerre contre les 2 rois. Eh bien, Cicéron s'adresse au peuple romain. Alors, c'est bien le peuple romain, les citoyens, qui sont mentionnés dans le texte sous la forme de quirites, quirites. Si Cicéron s'était adressé au Sénat, il se serait adressé aux patres conscripti, c'est-à-dire aux pairs conscrits. Ici, on vous dit quirites, c'est-à-dire citoyen. Et citoyen, ça veut dire que l'assemblée à laquelle il s'adresse, ce sont des comices. Alors je dis des comices, mais lesquels? Parce qu'il y a 3 comices. Il y a les comices curiates, les comices curiates qui ne fonctionnent plus pratiquement à cette époque-là, qui sont basés sur les gentes, et comme les gentes ont pratiquement perdu, je dirais, leur fonction initiale, qui était celle sous la royauté au début de la République, les comices curiates ne se réunissent plus. Elles étaient donc basées sur la naissance. Il y a 2 autres assemblées qui se réunissent à l'époque qui nous intéresse. Ce sont les comices centuriates et les comices tributes. Les comices centuriates, je vous rappelle ce dont il s'agit, parce que c'est ici, bien des comices centuriates dont il est question. Les comices centuriates, elles, ce sont des comices, des assemblées qui sont basées sur la fortune. Ces comices sont basés sur la fortune, et autrement dit, ce sont les citoyens les plus riches qui ont toujours le dernier mot. Il y a 198 ou 196 plutôt centuries. Les centuries, c'est un groupe de gentes à l'origine, et les citoyens les plus riches sont regroupés dans les 2 premiers groupes censitaires sur les 5 qui existent. Et quand on arrive à une majorité, c'est-à-dire à 96 ou 17, si je calcule bien, eh bien, on arrête le vote. En effet, dans ces comices, les 5 groupes censitaires
réunissent des citoyens qui appartiennent donc à des centuries en fonction de la dimension des terres qu'ils possèdent. Autrement dit, les pauvres sont dans les 3 derniers groupes censitaires et donc pratiquement la plupart du temps, ils ne votent pas. On n'a pas besoin de leur vote pour arriver à la majorité. C'est devant ce groupe-là que Cicéron s'exprime. Autrement dit, Cicéron s'exprime devant des gens dont il attend un vote favorable, mais il suffit d'avoir un vote majoritaire venant des riches pour que la loi passe. Et de quelle loi s'agit-il? Il s'agit de la lex Manilia. En effet, Manilius est donc un dirigeant romain qui avait proposé un projet de loi visant à envoyer des troupes donc en Asie face à la menace de Mithridate, le roi du Pont. Il reste une 3e catégorie de comices, mais que je ne développerai pas ici. Ce sont les comices tributes. Souvenez-vous ce qu'étaient les tribus à l'origine. Il y avait 3 tribus à Rome. Ces 3 tribus étaient devenues 26, ou 20, oui c'est ça, il y avait 4 tribus rustiques, non, 25, et, attendez, je réfléchis, et 21 tribus rurales. Alors, les tribus, elles, sont basées non plus sur la naissance, comme les comices curiates, non pas sur la fortune, comme les comices centuriates, mais sont basées sur la résidence. Mais enfin, ce n'est pas de ces comices-là dont il est question ici. Il s'agit bien des comices centuriates. Alors, je vais vous montrer maintenant sur la grande carte où se trouve le territoire dont il est question ici. Je vous l'ai montré dans un cours antérieur. Il s'agit de l'Asie. Et l'Asie, c'est la province dont je suis en train de délimiter le contour. Voilà, c'est ceci, la province, vous voyez, d'Asia. Alors, cette province d'Asie a pour point de départ le royaume de Pergame, je le rappelais tout à l'heure, qui était légué par le dernier roi hellénistique Attale III. Il a été donc légué à Rome. Il était constitué en province romaine. Quelques années plus tard, en 123, Caius Gracchus, un des 2 frères, Tiberius et Caius Gracchus, un des 2 frères Gracques, a décidé d'affermer les impôts destinés à Rome à des publicains. Donc, dans le texte, vous avez vu qu'il était question de publicains. Donc, les publicains, alors, par le biais d'une adjudication, le terme adjudication existe toujours dans le secteur public. À l'heure actuelle, lorsque, vous savez, on parle beaucoup des routes wallonnes qui sont en mauvais état, eh bien, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures de Wallonie, lorsqu'il veut refaire les routes wallonnes, il doit mettre en adjudication, c'est-à-dire passer un marché public auprès des acteurs qui sont sur le marché, et à partir du cahier des charges qui est fixé par le ministère, on choisit l'entrepreneur qui répond le mieux au cahier des charges. On ne peut pas faire ce qu'on veut, en tout cas théoriquement, parce que parfois on voit que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, comme vous savez. Je ne peux pas d'allusion à qui que ce soit ici, je ne peux pas, je suis fonctionnaire, mais enfin vous écoutez les informations et vous regardez la télévision de temps en temps. Voilà. Alors, ces publicains, donc, prennent
l'affermage des impôts, alors ça veut dire quoi ça? Parce que ça, on ne connaît pas, par contre. L'adjudication, on connaît. Mais l'affermage des impôts, on ne connaît plus depuis la Révolution française. Ça veut dire quoi, l'affermage des impôts? Eh bien, ça veut dire que l'État, pour se débarrasser de la gestion, de la perception des impôts, c'est quand même pas évident. Vous savez que le ministère des Finances, à Bruxelles, c'est une tour assez gigantesque. C'est l'une des plus importantes à Bruxelles, où travaillent de très nombreux fonctionnaires. Et comme c'est pas facile, eh bien, l'État décidait d'affermer, c'est-à-dire de mettre sur le marché public, enfin de nouveau, il y avait les petits copains qui jouaient dans l'affaire, ça va de soi. On va le voir d'ailleurs dans le texte. Eh bien, permettait donc à des personnes privées de percevoir les impôts, à charge évidemment pour les personnes privées qui constituent en fait des compagnies financières. Donc vous voyez que ça existait déjà il y a plus de 2000 ans, les compagnies financières. À charge pour ces personnes privées, lorsqu'ils ont récolté l'impôt, ils doivent récolter l'impôt, bien entendu, mais l'État ne leur demande qu'une seule chose, c'est de lui verser le montant qui est fixé dans le contrat avec la personne privée. Mais la personne privée peut demander 2 fois plus au particulier. Ça, l'État ne s'en occupe pas. Donc, vous voyez, la personne privée ou cette compagnie financière peut demander 2 fois plus d'impôts que n'en réclame l'État. Sinon, on ne voit pas pourquoi des compagnies financières privées chercheraient à récolter les impôts. C'est justement pour faire un profit. Vous savez que ce système existait jusqu'à la Révolution française. Jusqu'à la Révolution française, les impôts en France, par exemple, pas seulement en France, étaient donc perçus par des personnes privées, ce que l'on appelait les fermiers généraux. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, il y avait encore l'enceinte des fermiers généraux à Paris. Et effectivement, quand vous rentriez dans le Paris de l'époque, je ne parle pas du contour de la ville de Paris à l'heure actuelle, correspond à l'enceinte de Thiers, qui date, je dirais, de la deuxième moitié, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc l'enceinte de Paris était plus petit, en périmètre, et donc quand on rentrait à Paris, on devait payer des impôts. Enfin, des droits de douane, plus exactement. Si vous allez à Bruxelles, vous avez la même chose. Si vous allez à Bruxelles, vous connaissez sans doute les bureaux de l'octroi qui se trouvent à Loré, à l'entrée du bois de la Cambre. Quand vous venez du centre de Bruxelles et que vous prenez l'avenue Louise, juste avant d'entrer dans le bois de la Cambre, il y a 2 bâtiments blancs qui maintenant sont occupés par des magasins de vêtements, de grand luxe, je crois, sauf un de ma part. Donc, juste avant de rentrer dans le bois de la Cambre, vous avez 2 bureaux. C'était les bâtiments de l'octroi. Eh bien, quand on rentrait à Bruxelles, eh bien, on payait une taxe. Voilà. Et donc, c'était l'équivalent des fermiers généraux qui percevaient cette taxe. Donc, vous voyez qu'un système qu'on a utilisé jusqu'à une époque plus récente que la Révolution française, je peux vous le dire. Même chose, quand vous prenez la chaussée de Mons, venant du centre-ville, vous passez devant 2 bâtiments qui se trouvent sur votre gauche et sur votre droite, en allant vers Anderlecht, qui sont les bureaux de l'octroi. Si vous regardez bien la date, ils sont bien postérieurs à la Révolution française. Je crois que les dates qui sont indiquées, c'est 1832, 1838, quelque chose comme ça. Donc il y avait encore date de construction des bureaux de l'octroi, donc des bureaux de douane. Il y avait des douanes à l'intérieur. Donc vous imaginez. Eh bien en fait, les publicains dont je vous parle ici, eh bien c'était des gens qui étaient chargés de percevoir les impôts, qui mettaient une partie dans leur poche, mais tout à fait légalement, puisque eux, ils devaient simplement verser une somme à l'État romain. Le mot publicain, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu si vous êtes passé par une école catholique ou si vous avez suivi les cours de catéchisme. Dans l'Évangile, on parle de publicain. On parle d'un publicain comme quelqu'un de tout à fait mal vu. Évidemment, les percepteurs d'impôts étaient déjà mal vus il y a plus de 2000 ans. On parle d'un publicain. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans les Évangiles. Un publicain qui va près de Jésus, etc. C'est un percepteur d'impôts. Mais moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas qui était ce publicain. On parlait d'un publicain. Hélas, mes professeurs de religion, à l'époque, m'ont pas expliqué ce que c'était que les publicains. On parlait aussi de pharisiens, on ne m'expliquait pas ce que c'était un pharisien. Non, je le sais, parce que je vous l'enseignerai.
dans le cadre de nos cours d'histoire des religions, quand on verra le judaïsme, mais on parle de pharisiens, de publicains, et on ne sait pas de qui il s'agit. Bon, les pharisiens, il faut en parler. C'est maintenant, vous savez que les publicains, ce sont donc des gens qui, à la suite d'une adjudication, sont parvenus à obtenir une charge qui est celle de percevoir les impôts. Alors, je reviendrai sur les publicains dans quelques instants, quand on sera dans la critique interne. Donc jusqu'à présent, on a vu le support, on a vu la langue, on a vu qui est l'auteur, on a vu à qui il s'adresse, et on a identifié également le personnage principal auquel il fait référence et à qui devrait être attribuée donc la direction d'une armée en Asie. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut essayer d'avancer un petit peu. Il est question de deux rois, si vous lisez bien votre texte. On vous parle de deux rois. On vous parle de deux rois, mais sans les citer. Alors, qui sont ces deux rois? Il y a d'une part un roi qui s'appelle Mithridate, qui est roi du Pont Euxin. Je vais vous le montrer sur la carte dans quelques instants. Et d'autre part, un autre roi qui n'est pas cité non plus, et qui est Tigrane, qui est roi d'Arménie et qui est son gendre. Alors je vous montre où se trouve le royaume du Pont et où se trouve le royaume d'Arménie. Alors, le royaume du Pont, hein, vous voyez ici, il est marqué Pontus. Ben ça, c'est le royaume du Pont. Ça va devenir une province, une fois que ce fameux roi va être battu. On vous parle, alors, pourquoi Pont? Ça veut dire simplement la mer. En grec, vous voyez que la mer Noire, ça s'appelle Pontus Euxinus. Donc c'est le Pont Euxin. Ah, Pontus, c'est la mer. Donc il est roi de la mer, littéralement. Hein? Voilà. C'était une région qui était infestée de pirates. Et plusieurs impératorès s'étaient battus justement dans cette région-là pour essayer d'éviter que les pirates ne continuent à infester la Méditerranée orientale. Parce qu'ils passaient évidemment les détroits et ils infestaient évidemment tout le bassin oriental de la Méditerranée, ce qui explique justement les différentes tentatives et expéditions menées par les Romains, parce qu'évidemment, il y avait un commerce maritime très important sur la Méditerranée. N'oubliez pas que la Méditerranée va devenir le mare nostrum, c'est-à-dire notre mer, hein, puisque l'Empire romain n'est rien d'autre hein, qu'un ensemble de territoires autour d'une mer. Donc, la Méditerranée, pour eux, c'était un grand lac intérieur. Voilà. Alors, je vous ai parlé également de l'Arménie. Ben, l'Arménie, c'est à côté du pont. Voilà. Alors, c'est pour une période très très courte que l'Arménie est devenue romaine, sinon elle est restée indépendante. Voilà, l'Arménie, le pont. Eh bien, donc, le roi d'Arménie, qui s'appelait Tigrane, était le gendre, donc, de Mithridate, le roi du pont. Alors, ces deux rois, et surtout Mithridate, ont essayé, et ils y sont parvenus, en tout cas à un moment donné, à conquérir l'Asie, mais pour peu de temps. Quand je dis l'Asie, c'est bien la province d'Asie romaine. Il y a eu 3 guerres contre Mithridate. Et les grands impératorès de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ ont dû se battre contre lui. Il y a eu Sylla, il y a eu Marius, il y a eu également Lucullus et il y a eu Pompée. Ils ont dû se battre contre Mithridate. Finalement, Mithridate va être battu par Pompée hein, à la fin des années 60 avant Jésus-Christ. Mais dès 88, la première guerre contre Mithridate commence. Donc il a fallu plus de 25 ans hein, pour que ce personnage, les ambitions du roi du pont soient mises à mal définitivement. Il avait été vaincu à plusieurs reprises, mais chaque fois, il reprenait de plus belle ses conquêtes, ou ses menaces en tout cas, contre les territoires romains en Asie mineure. Alors, vous voyez peut-être que dans ce texte, on vous parle non seulement
de la menace que constitue donc Mithridate, mais on vous explique aussi que la simple crainte qu'il pourrait menacer et qu'il pourrait attaquer la province d'Asie est grave en soi. Autrement dit, il suffit de gamberger, si vous voulez, c'est la spéculation, hein, les craintes qui sont à l'origine presque de la spéculation financière. Comme on le voit dans le texte. Alors maintenant, on va voir de quel type, quel est le type d'exploitation de l'Asie à ce moment-là. Alors, il est question tout d'abord de richesse et de fiscalité. La richesse de l'Asie est marquée par trois termes. On vous parle de troupeaux, on vous parle de champs, hein, et on vous parle aussi de... Attendez, ça se trouve tout au début, je vais essayer de retrouver la phrase précise. Voilà. Alors, lorsque les troupes ennemies sont proches, sans qu'elles aient prononcé aucune attaque, on délaisse les troupeaux, donc c'est l'élevage, on abandonne la culture, donc c'est l'agriculture, et la navigation commerciale est suspendue, donc c'est le commerce. Élevage, agriculture, c'est le secteur primaire, le commerce, le secteur tertiaire. Ensuite, on vous parle de la fiscalité également. Regardez la phrase qui suit. Ainsi, ni les douanes des ports, ni les dîmes, ni l'enregistrement du bétail ne peuvent plus fournir de revenus. Les douanes des ports, donc les fameuses taxes dont je vous parlais tout à l'heure, alors les dîmes, donc les douanes des ports, on est bien d'accord, ça concerne le commerce. Les dîmes, elles portent sur les revenus du sol, donc les revenus agricoles. C'est la 10e partie des récoltes. On parle enfin de l'enregistrement du bétail. Donc c'est quoi? Ben, c'est donc l'élevage. Donc vous voyez que les trois catégories liées à la richesse, qui se trouvaient dans la phrase précédente, font l'objet d'une imposition particulière. Donc l'Asie, à cette époque-là, et on le voit d'ailleurs à travers tout le texte, en tout cas la première partie du texte, c'est une région extrêmement riche, qu'il faut garder à tout prix. Alors, je vous avais dit que je reviendrais sur les publicains tout à l'heure. Je vous ai expliqué que les publicains, ce sont donc ici, ce dont il est question ici, des percepteurs d'impôts. Mais des grands percepteurs d'impôts, hein, c'était des grosses sociétés financières. Ces percepteurs d'impôts, ils ont quoi comme caractéristique? Ils sont là, je dirais, un petit peu comme prédateurs au nom d'États romains. Ils prennent de l'argent, des taxes, des impôts divers, ils le reversent à l'État, mais eux-mêmes se font un bénéfice. Vous êtes bien d'accord, sinon ils n'auront aucun intérêt à travailler comme ça gratuitement pour l'État. Avec les sommes considérables qu'ils parviennent à amasser à côté de la perception des impôts, eh bien, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils en font essentiellement, ils en font essentiellement des activités de type bancaire et financier. Ils vont prêter cet argent, ce sont des banquiers, et ils le prêtent à qui? Et là se trouve tout le nœud, la solution de ce texte, ils le prêtent à qui? Ces banquiers d'argent. Mais ils le prêtent évidemment aux dirigeants de l'État. Vous savez qu'on prête aux riches. Donc on prête à des gens riches, et les gens riches, on les trouve essentiellement où? Mais dans la classe sénatoriale. Ce sont des gens qui disposent de fortunes colossales. Puisque pour être sénateur, il fallait disposer d'une fortune colossale. Ça faisait partie du deal, si je peux dire, des conditions pour être sénateur. Et donc vous voyez que tout est lié. Ça ne vous rappelle pas un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle? Donc, des gens qui sont très riches, des particuliers, qui prêtent à des personnages publics. Autrement dit, lorsque Cicéron demande aux comices, donc à cette assemblée du peuple, dont le résultat final du vote
est pratiquement acquis, puisque je vous ai dit que ce sont les gens riches qui finalement déterminent le résultat du vote, puisqu'il suffit qu'ils aient la majorité à l'Assemblée, et la majorité, ils l'ont très rapidement. Hein? Eh bien, donc, puisque ce sont ces gens riches, je disais, qui vont décider du vote, que Cicéron est en train de faire un discours pour que l'on aille défendre les intérêts de Rome et des Romains en général, il s'exprime comme ça. Mais vous vous rendez bien compte qui se trouve derrière Rome et les Romains? Ce sont les classes supérieures de la société. Donc je crois que ça doit vous envoyer immédiatement aux événements du début de ce siècle, hein, et à l'invasion d'Irak en 2003, non? On sait très bien que les événements du 11 septembre 2001 ont servi d'excuse, de prétexte à l'invasion d'Irak, puisqu'on sait très bien qu'il n'y avait pas de risque de fabrication d'une bombe atomique par Saddam Hussein. C'était évidemment les champs pétroliers qui se trouvaient dans cette région qu'il fallait contrôler à tout prix. Or, Saddam Hussein n'était pas contrôlable. Mais il ne construisait pas pour autant, ne fabriquait pas pour autant une bombe atomique. Ça a été prouvé. Donc, quand aux États-Unis, George Bush et son vice-président Dick Cheney ont appelé devant le Sénat à une guerre contre Saddam Hussein, il est clair que ce n'était pas pour défendre les intérêts, je dirais, des Américains en général, ou les intérêts de la sécurité américaine. Saddam Hussein ne les menaçait pas, en fait. Hein, surtout qu'il avait été quand même fortement affaibli au lendemain de la guerre du Golfe, hein, de 1990-1991, hein, vous vous souvenez, hein, au mois d'août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït, et en février, hein, après quelques semaines, comment dirais-je, après quelques semaines, après l'invasion américaine, britannique et française, avec quelques nations qui avaient dû faire partie de la coalition, Saddam Hussein avait été battu, en fait, une première fois. Donc il n'était plus une menace en 2003, c'était plus une menace. Mais il fallait à tout prix contrôler, pour des raisons économiques cette fois, les champs pétrolifères de l'Irak. Et je crois vous l'avoir dit hier, Dick Cheney, vice-président des États-Unis comme George Bush, étaient des grands actionnaires de sociétés pétrolières aux États-Unis, justement. Donc vous voyez que tout était lié il y a de cela quelques années. Eh bien, dans l'Antiquité, on voit déjà, tout ça est déjà là. Ce texte est d'une étonnante actualité, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Je trouve que ça renvoie au XVIIIe siècle, les fermiers généraux, ça renvoie, je vous l'ai dit, à la guerre d'Irak. Et les États-Unis ont une politique impérialiste. Hein? Ils ont été impliqués depuis la Deuxième Guerre mondiale dans 27 pays, c'est quand même pas mal. Hein? Eh bien, on retrouve déjà tout ça dans l'Antiquité, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, maintenant, quand on fait la critique, on avait fait la critique externe, maintenant, depuis quelques instants, j'étais déjà dans la critique interne. Dans la critique interne, qu'est-ce que l'on fait? On fait la critique d'interprétation, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre le texte, le contenu du texte, ce que je viens de faire avec vous. Ensuite, il y a deux autres aspects de la critique que l'on appelle la critique de crédibilité ou de compétence, et ensuite la critique de sincérité. La critique de crédibilité ou de compétence, c'est de savoir si l'auteur du texte, à savoir Cicéron, est compétent lorsqu'il parle. Quand Cicéron s'exprime, est-ce qu'il est compétent? Il joue à l'homme très compétent, et il l'est certainement d'ailleurs, hein, c'est un avocat qui est très bien renseigné. Mais il se fait que Cicéron n'est pas sur place, c'est la première chose. Hein. Maintenant, Cicéron est-il sincère? Vous voyez bien la différence entre la crédibilité et la sincérité. Être crédible, ça veut dire qu'on a les compétences pour s'exprimer. Donc voilà, on écoute quelqu'un, on se dit, ben oui, il a les diplômes, il a l'expérience utile
requise pour qu'on puisse le croire a priori, je dis bien a priori. Et puis après ça, on fait la critique de sincérité, c'est la 5e étape, hein, vous vous souvenez, critique d'externe, critique interne. On en a vu pour la critique interne qu'il y avait 2 parties, le support, la langue, et puis ensuite identifier l'auteur, critique de provenance, et puis pour la critique interne, critique d'interprétation, critique de crédibilité, critique de sincérité. Est-il sincère? On voit bien qu'il passe sous silence, et volontairement, parce que ce n'est pas un imbécile. Il passe volontairement sous silence 2 choses, Cicéron. Qu'est-ce qu'il passe sous silence? Il passe tout d'abord sous silence l'exploitation de l'Asie. Il présente uniquement, comme voilà, c'est une terre où il y a des richesses, qui nous rapportent des choses, etc. Ok, mais il faut savoir que l'Asie était exploitée, mais exploitée vraiment à fond, comme elle l'était déjà au IIe siècle, vous savez, par les Attalides. Les Romains n'ont fait que prendre la succession des rois hellénistiques. Ça, c'est une chose. Donc, il passe sous silence l'exploitation. Remarquez, vous avez vu que ce texte est assez exemplatif. Vous avez vu qu'il est question d'esclaves. Et vous avez vu que ces publicains, ils ont des masses de gens qui travaillent pour eux, qui sont des esclaves. C'est marqué dans le texte, vous vous souvenez? On parle de ces publicains qui ne peuvent maintenir qu'au prix d'un grand danger leurs nombreux personnels d'esclaves dans les salines, dans les champs, dans les ports, dans les postes de garde. Donc ça veut dire que ces publicains sont très riches, non seulement parce qu'ils perçoivent les impôts, mais en plus de ça parce qu'ils disposent d'une main-d'œuvre gratuite. C'est un système où les gens travaillent gratuitement, les esclaves. Alors ils travaillent dans le secteur primaire et dans le secteur tertiaire. On vous dit dans les champs. Donc il y a des esclaves qui travaillent dans les champs. Dans les salines, on peut dire que le secteur, les salines, donc c'est l'endroit où on produit du sel, c'est aussi le secteur primaire, c'est un petit peu comme des mines, sauf que ce sont des mines à ciel ouvert, si vous voulez. Alors, les ports et les postes de garde, ça c'est le secteur tertiaire. Les postes de garde, on va dire qu'il y a des esclaves fonctionnaires, et dans les ports, là, c'est sans doute des débardeurs, des dockers, vraisemblablement. Voilà. Alors, la deuxième chose que Cicéron passe sous silence, c'est quoi? Eh bien, c'est que Rome n'a pas fait tout ce qu'elle aurait dû faire en Asie. En effet, en 88 avant Jésus-Christ, tenez-vous bien, 80 000 Italiens avaient été massacrés en Asie à l'instigation de Mithridate par les populations locales. Une sorte de pogrom, si vous voulez. Enfin, le terme est inadéquat, mais enfin, ça ressemble un petit peu à ça. Et pourquoi? Parce que les Italiens, qui étaient nombreux, exploitaient la population. Il y a deux catégories de gens dont il est question ici, qui exploitaient la population. Il y a d'une part les publicains, il y a d'autre part les negociatores, qui sont des grands commerçants, et qui exploitent également la population, mais qui en font du commerce, dans la partie orientale de la Méditerranée, les biens retournant évidemment à Rome, où ils sont vendus très cher. En 74 avant Jésus-Christ, Lucullus avait essayé de rétablir la situation. Il avait battu Mithridate, mais il avait été rappelé par Rome. Parce qu'entre-temps, vous savez, la diplomatie peut avoir certains secrets qui ne sont pas ceux de ce qu'on attendrait d'elle à un moment donné. Donc la diplomatie peut jouer un jeu de balance à certains moments. Lucullus, qui est un grand général qui avait battu Mithridate, avait été rappelé en 74, ce qui avait permis à Mithridate de reprendre de l'énergie et de repartir de plus belle. Voilà. Donc, si je devais résumer tout ce qui a été dit à propos de l'analyse de ce texte, vous vous souviendrez qu'il y avait tout d'abord l'idée d'une menace contre Rome qui était agitée, alors que cette menace était peut-être moins importante qu'on l'imaginait. D'ailleurs, on grossit tout cela. Vous voyez, Cicéron parle, oui, une incursion de cavaliers, etc. Enfin, bon, on a l'impression que c'est Zorro qui arrive, vous voyez. Donc, c'est une incursion, mais une incursion, ça ne suffit pas pour faire fuir, etc. les gens. Alors, deux, on vous parle de toute une série de personnages qui exploitent
les publicains, les négociatores. On vous parle également, enfin on ne vous dit pas dans le texte, mais en Asie, l'Asie avait été une colonie d'exploitation, mais c'était également une colonie de peuplement. Pensez, on avait massacré 80 000 Italiens. Donc c'était une colonie de peuplement. Il y a beaucoup d'Italiens en Asie, dans la province d'Asie. Et enfin, on voit que Cicéron, il veut présenter aux comices l'affaire comme quelque chose, une guerre nécessaire. Et que le seul personnage qui peut battre, une fois pour toutes, Mithridate, c'est Pompée. Cicéron est un homme nouveau. Il est proche des chevaliers, comme Pompée d'ailleurs, qui est membre de l'ordre, qui est issu de l'ordre équestre. Tous ces gens se mettent d'accord, Cicéron, Pompée, contre la vieille classe sénatoriale. Et donc on voit apparaître un nouveau monde à partir de ce moment-là. Il me reste quelques livres que je vais vous présenter rapidement. Alors, tout d'abord, biographie de Cicéron par Pierre Grimal. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire des manuscrits, papyrus, parchemins, etc., excellent livre ici de Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme, La transmission des classiques grecs et latins. Vous avez la liste de toutes les bibliothèques où l'on trouve des papyrus et des parchemins grecs et latins. Pour savoir où se trouve l'Asie, vous utilisez l'atlas que je vous ai montré hier, Atlas de la Rome antique, collection Autrement. Autre ouvrage que je vous ai montré hier, André Pigagnol, La conquête romaine. De Claudie Collet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, le tome 2, Genèse d'un empire. Les étapes de l'impérialisme romain de Jérôme Carcopino. Denis Collet, Censeur républicain, économie et fiscalité dans la Rome antique, chez Fayard. Ensuite, de Jean Andreau, Banque et affaires dans le monde romain, 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle, donc après Jésus-Christ. Alors, si vous voulez connaître un petit peu la situation de ces banquiers en quelques pages, c'est surtout à partir de la page 136, le chapitre qui s'intitule « Les grosses fortunes, germes de l'enrichissement » et le chapitre suivant « Trafiquants et hommes d'affaires, l'affairisme »,« Société et économie de la République romaine » de Louis Armand, en U-prisme chez Gallimard, pour savoir ce que sont les comices centuriates, dont je vous ai parlé de ce que c'est qu'un préteur. Vous pouvez prendre Jean Rouget, les institutions romaines. Vous avez également un dictionnaire qui est très bien fait, dont je vous parlais hier également, d'André Pelletier, Lexique d'antiquité romaine. Alors, pour faire des comparaisons avec le XVIIe et le XVIIIe siècle de Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au grand siècle, les fameux fermiers généraux dont je vous parlais, ces hommes qui prêtaient de l'argent, qui étaient percepteurs d'impôts, par exemple, à l'époque de Richelieu de Mazarin, et qui en même temps étaient des gens qui étaient les banquiers qui prêtaient de l'argent à ces gens très puissants. Et on voit que Mazarin était derrière, vous imaginez. Il disait que l'État était endetté, effectivement, et en même temps, c'est lui qui organisait l'endettement de l'État au profit de sa fortune personnelle. Et enfin, dernier livre de Michael Parenti, qui est un professeur américain, politologue, L'horreur impériale, les États-Unis et l'hégémonie mondiale, qui m'a un petit peu inspiré également pour mes commentaires ultérieurs. J'ai dit.